Salut à tous, ici le Fossoyeur. Et non, il y a un truc qui va pas là. C'est peut-être ta pelle de merde là. Non, je pense pas. C'est juste une réminiscence, t'inquiète, ça va passer. Ouais, mais c'est juste que le YouTube de 2015 me manque. Il était tellement rien en fait. Hein, je veux dire, c'est ouais, ok, c'était cool, mais enfin rien n'a disparu. Les gens sont toujours là. Ouais, mais YouTube leur dit pas qu'on est toujours là. Ouais, je sais. Tu crois que c'est lié au fait qu'on poursuit YouTube en justice? Non, c'était déjà le cas avant, hein. Même si, très clairement, on va pas se mentir, ça n'aide pas. Et du coup, je fais quoi, moi, maintenant? Recommence. Ouais, recommence, c'est mieux. Salut les gens, aujourd'hui, la preuve par vieux sur un sujet que vous n'avez pas spécialement demandé, mais en même temps, vous pouvez pas penser à tout. Aujourd'hui, on parle de Wolfgang Debout. Non, Paoli. Putain, la blague de merde. Wolfgang Ernst Paoli est un physicien autrichien né à Vienne en 1900 tout pile et mort en 1958 à Zurich. C'est en Suisse. Et oui, c'est en Suisse, voilà. Donc il est mort à 58 ans en Suisse. Et en général, quand on dit son nom, on l'associe plutôt à deux choses, et ça tombe bien parce que c'est de ces deux choses dont on va principalement parler dans cet épisode. Le principe d'exclusion de Paoli et l'invention du neutrino. Comment ça, l'invention du neutrino? Il n'a pas inventé le neutrino. Du calme, on va y venir. Bon, déjà la question que personne ne se pose. Pourquoi est-ce que son second prénom, c'est Ernst? J'avoue, c'est une question que je me posais pas. Eh ben, c'est à cause de Ernst Mach, celui qui a donné son nom au mur du son. Mais attention, hein, c'est pas parce que les parents étaient fans de Ernst Mach. Non, c'est parce que Ernst Mach est le parrain de Paoli. Oui, vous allez voir, Paoli, il est plutôt entouré de pas mal de scientifiques dont on connaît le nom. Le gars est encerclé. Exemple, quand il commence ses études en 1919 à l'université de Munich, son professeur de physique, c'est Arnold Sommerfeld. Sommerfeld a écrit un traité en 4 tomes sur les gyroscopes, mais a surtout bossé sur la structure de l'atome et les raies spectrales. C'est un des pères de la science du XXe siècle, relativité, mécanique quantique, mais son apport est avant tout mathématique. Sommerfeld voulait bosser avec Einstein, mais Einstein ne voulait pas ou ne pouvait pas, j'en sais rien et je m'en tape, toujours est-il que donc Sommerfeld a bossé avec Paoli sur la relativité, mais d'un point de vue mathématique. Et en 1921, Paoli publie un article qui synthétise les deux relativités, la relativité restreinte et la relativité générale, au niveau mathématique. Vous êtes assidu de la chaîne, vous m'avez déjà entendu parler de ce truc-là, parce que c'est à cette occasion que Einstein a dit au sujet de cet article « Paoli est un type épatant pour ses 21 ans. Il peut être fier de son article. » Paoli est un type épatant pour ses 21 ans. Il peut être fier de son article. Je vous répète ce que j'avais dit alors. Le gars s'est pris un gros GG d'Albert Einstein, qui à l'époque est considéré comme le plus grand physicien au monde, et peut-être même de tous les temps. Einstein, il l'a dit dans une lettre qu'il a envoyée en décembre 1921 à Max Born. Et là, vous allez peut-être me dire, mais quel rapport avec Max Born? Parce qu'à ce moment-là de l'histoire, Paoli est l'assistant de Max Born. Oui, parce qu'en 1921 à 21 ans, Paoli, il a fini son doctorat avec la mention summa cum laude, ce qui est la meilleure mention possible. Littéralement, summa cum laude, ça signifie avec les plus grands honneurs. D'ailleurs, c'est un truc que j'ai oublié de dire dans l'épisode sur Marie Curie, quand elle finit son doctorat avec la mention très honorable, c'est ça, c'est summa cum laude. C'est le plus haut, la plus haute mention possible. Voilà. Parce que voilà, donc cum signifie stop, non. Tu crois que je te vois pas là en train de ricaner? Arrête tout de suite, s'il te plaît. Cum signifie avec. Et summa signifie les plus grands. Les plus grands. Voilà. C'est pareil que dans le mot summum, par exemple. Le plus grand. Et laude, ça signifie louange. Donc à 21 ans en 1921, il passe haut la main son doctorat sur l'atome d'hydrogène. Pour vous resituer, je rappelle qu'on a découvert le neutron qu'en 1932, soit 11 ans plus tard. Et son doctorat montre les limites du modèle atomique de Bohr, raison pour laquelle il bosse avec Max Born en 1921-1922 à Göttingen. Alors, je l'ai déjà dit, mais je le répète parce que ça me fait délirer, Max Born, c'est le grand-père d'Olivia Newton-John. Bon, après avoir bossé avec Max Born, Paoli il continue la tournée des Grands-Ducs, et puis il va aller bosser avec Niels Bohr à Copenhague. Par la suite, il devient pote avec Carl Jung, parce que là, Jet Set, c'est pas uniquement la physique, pardon. À partir de 1935, il est professeur dans plusieurs universités et instituts américains, notamment l'IAS, le Institute for Advanced Studies, à Princeton, celui-là même qui est monté par Einstein.
Celui où Einstein rencontre Oppenheimer dans le film Oppenheimer. À cause de l'Anschluss, l'annexion de l'Autriche par l'Allemagne nazie, il devient de fait citoyen allemand. Et c'est ce qui l'empêchera de bosser sur le projet Manhattan, ou sur tout autre projet touchant de près ou de loin le domaine militaire pendant cette période parfaitement détendue. En 1946, il devient citoyen américain, mais part pour bosser à Zurich, où il deviendra citoyen suisse. Il continuera cependant de donner régulièrement des cours à Princeton et participera à la création du CERN. Et donc, comme je l'ai dit tantôt, il décède en 1958 d'un cancer du système digestif. Et juste pour finir avec le name dropping, parmi ses élèves, il a eu Oppenheimer, et parmi ses assistants, il a eu Casimir. Petite anecdote un peu marrante au sujet de Hendrik Casimir. C'est un physicien néerlandais qui en 1940 quitte le système universitaire à cause de la guerre pour aller bosser chez Philips, l'inventeur du compact disque, enfin il paraît. Et Paoli donc, quand il l'aura comme assistant, il se foutra bien de sa gueule continuellement en l'appelant constamment Monsieur le directeur. Parce que Monsieur le directeur était parti bosser dans le privé et qu'apparemment, bosser dans le privé, c'est caca. Entre 1946 et 1949, Casimir bossera sur un effet qui s'appellera par la suite l'effet Casimir, et dont on va pas parler maintenant parce que c'est pas du tout le sujet. Toujours est-il que quelques années plus tard, Casimir ira expliquer à Paoli justement cet effet Casimir, et que Paoli lui répondra « C'est un non-sens complet, monsieur le directeur !» Lolilol. Bon, et par la suite, bien sûr, Paoli finira par reconnaître que c'était pas un non-sens et que c'est un truc sérieux. Et du coup, il arrêtera de l'appeler Monsieur le directeur. Voilà, c'était mon anecdote. Bon, parlons maintenant des deux sujets qui vont nous occuper pour les prochaines minutes, à commencer par le premier. Le principe d'exclusion. Après la découverte de l'électron en 1899 par Joseph John Thomson, j'ai fait une vidéo sur le lien est dans la description. Il devient rapidement évident pour les scientifiques que les molécules et les atomes qui possèdent un nombre pair d'électrons sont plus stables chimiquement que celles et ceux qui possèdent un nombre impair d'électrons. Dans un article de 1916 brillamment intitulé « L'atome et la molécule », un des postulats présentés est que l'atome a tendance non seulement à retenir un nombre pair d'électrons dans une couche donnée, mais que, surtout, si ce nombre, c'est 8, c'est bien. On pense même alors, pendant un temps, à cette époque-là, que les 8 électrons en question vont se placer aux 8 coins d'un cube. Parce que 2500 ans après, on continue de baver sur les solides platoniciens. Bon, en vrai, c'est plutôt pour des raisons de symétrie, voilà. C'est-à-dire qu'on se dit que si la disposition est pas symétrique, si elle n'est pas régulière, c'est qu'il y a une raison à cette irrégularité. Et comme on connaît pas de raison à cette éventuelle irrégularité, hop, symétrique, et donc hop, cube. C'est d'ailleurs à partir de ce moment-là qu'il y a toute une nouvelle génération de scientifiques qui regardent le tableau de classification périodique des éléments de Mendeleïev en faisant « Ah !» Le lien dans la description, mais là ce qui nous intéresse, c'est le mot « périodique ». Oui, parce que là on commence à se dire « Ah mais attends, mais si les électrons sont liés d'une manière ou d'une autre à l'atome, mais peut-être que ça a à voir avec les colonnes et les lignes de ce tableau. » Je reviens dessus encore une fois, mais Mendeleïev, il a d'être ça. En 1922, Niels Bohr met à jour son modèle atomique pour prendre en compte le fait qu'un certain nombre d'électrons, 2 ou 8 par exemple, ça pourrait former des espèces de coquilles stables. Et si vous vous souvenez bien, j'ai dit qu'en 1922, Paoli bossait avec Bohr. Et notamment, il cherche une raison à ces nombres. Pourquoi 2 et 8 ? Oui, parce que pour l'instant, la plupart des gens, ils constatent simplement. Ils se disent, ouais, 2, 8, ça marche bien. Mais il cherche pas le pourquoi. Mais dans le même temps, Paoli, il cherche aussi à comprendre l'effet Zeeman. Parce qu'il bosse sur les raies spectrales. L'effet Zeeman, j'en ai déjà parlé dans l'épisode sur le spin. Le lien dans la description. Et alors, j'entre pas trop dans le détail, mais le fait est qu'on peut expliquer avec des règles pas trop compliquées les positions des électrons dans un atome, mais si l'électron possède non pas 3 nombres quantiques, mais 4. Il crée alors un 4e nombre qui peut avoir comme valeur -1,5 ou +1,5, et c'est ainsi que naît le spin. Paoli note à ce moment, et ça pareil on l'a déjà dit, épisode sur le spin, voilà, que le spin s'apparente à un moment cinétique, un genre de mouvement de rotation de l'électron sur lui-même. Mais que c'est pas possible. Parce que sinon la rotation au niveau de l'équateur de l'électron, cette rotation elle serait plus grande que la vitesse de la lumière. Ça c'est pas possible. Ça Paoli il le sait, parce que là, c'est un truc qui découle de la relativité restreinte. Et ça fait longtemps qu'il a bossé sur la relativité restreinte, il connaît Paoli. On la lui fait pas, lui. Donc, c'est un machin théorique qui ressemble un peu vite fait qui est analogue à une rotation,
On sait pas ce que c'est, mais ça marche bien. Non mais vraiment, matez la vidéo sur le spin, hein. Elle est là pour ça. Elle est là pour que vous la voyiez. Y-I-E-Z. Ce qu'on sait déjà au sujet d'un atome, c'est que plus l'électron va être proche du noyau, plus son énergie cinétique va être grande. Ça, c'est un truc qui découle directement du principe d'incertitude de Heisenberg. Mais quand il commence à y avoir masse d'électrons autour du noyau, ça devient beaucoup plus compliqué, et on a besoin de règles pour comprendre comment ça fonctionne. Et c'est là que va intervenir le principe d'exclusion de Pauli. Les électrons appartenant à un même système, par exemple un atome, ne peuvent pas se trouver simultanément dans le même état quantique. Vous vous rappelez ce que c'est l'état quantique d'un électron? Non? Bon bah parenthèse. L'état quantique d'un électron, c'est un ensemble de 4 nombres. Tout ça, c'est dans la vidéo sur le spin, les gens. D'abord le nombre principal n, qui correspond au numéro de la couche de l'électron depuis le noyau. Donc c'est un nombre qui commence à 1 sur la première couche. Puis s'il y a 7 couches, bah, ça peut aller jusqu'à 7. S'il y a 4 couches, ça peut aller jusqu'à 4. Ça dépend du nombre de couches qu'il y a, voilà. Donc ça va de 1 au nombre maximum de couches d'un atome. Ensuite, il y a le nombre secondaire ou orbital L, qui va de 0 jusqu'à n-1, jusqu'au nombre principal moins 1. C'est-à-dire que si vous êtes dans un cas où un électron va être sur la première couche d'un atome, donc n vaut 1, eh ben son nombre orbital, c'est 0, point, il n'y a pas le choix. Voilà. Mais s'il est sur la troisième couche, donc n égale 3, eh ben son nombre orbital, ça peut être 0, 1 ou 2. Et ça correspond à la sous-couche électronique. Alors je vais pas rentrer dans le détail, mais pour ceux qui touchent, ce sont les lettres S, P, D et F. Ensuite, il y a le troisième nombre, le nombre magnétique M, qui va de moins L à plus L. Donc si on reprend l'exemple, votre électron est troisième couche, donc n égale 3. Voilà. Et vous avez déterminé que L égale 2. Eh ben M, ça peut être moins 2, moins 1, 0, 1 ou 2. Ça va de moins 2 à 2. Et enfin donc le spin qui vaut moins 1,5 ou plus 1,5. Point. Donc ce que dit Pauli, c'est que dans un atome donné, deux électrons ne peuvent pas être à la fois sur la même couche, avec la même orbitale, le même nombre magnétique et le même spin. Ce n'est pas possible. C'est pour ça qu'on appelle ça le principe d'exclusion. Quand vous connaissez l'état quantique d'un électron, son état quantique est exclu pour tous les autres électrons de ce système. Notamment, et là vous allez kiffer parce que votre cerveau va faire « Ah mais ouais, sur la première couche, n peut être égal que à 1. Donc, L, c'est nécessairement 0. Donc, M, c'est nécessairement 0. Donc, en gros, sur la première couche, il n'y a que le spin qui peut varier. Plus 1,5 ou moins 1,5. Raison pour laquelle, sur la première couche, il peut y avoir que 2 électrons. La règle simple pour le nombre d'électrons maximum par couche, c'est le numéro de la couche au carré fois 2. Donc sur la deuxième couche, bah, c'est la couche numéro 2 au carré, ça fait 4, fois 2, ça fait 8. 8 électrons maximum. Troisième couche, 3 au carré, ça fait 9, fois 2, 18. 18 électrons maximum. Bon, le principe d'exclusion de Pauli, il s'arrête pas là en réalité, hein. On reprend la citation. Ce principe est généralisé à tous les fermions. Vous vous rappelez le baissière des particules? Lien dans la description. Les fermions, c'était les 3 premières colonnes du modèle standard. C'est l'ensemble des particules qui ont un spin demi-entier. Donc les particules telles que les électrons, les neutrinos ou les quarks, mais également les particules composées, telles que les protons, les neutrons, voire même carrément certains noyaux d'atomes. En 1930, Paul Dirac en fera un théorème de la mécanique quantique, avec notamment l'introduction de la statistique Fermi-Dirac. Et donc ça, c'était pour le principe d'exclusion. Et si vous vous rappelez bien, il y a quelques minutes, j'ai dit que Pauli était l'inventeur du neutrino. Ben, il est temps de dire ce que ça signifie. Et on va enfin prendre quelques secondes pour parler de radioactivité bêta. Mais tout d'abord, qu'est-ce que la radioactivité? On a l'occasion d'en parler dans l'épisode sur Marie Curie. Je ne sais pas dans quel ordre vous regardez les épisodes, mais il y a un épisode sur Marie Curie, le lien est dans la description. Mais, en 2 phrases, la radioactivité, et il se dit quoi? Pour le dire simplement, la radioactivité, c'est un phénomène physique par lequel les noyaux d'atomes émettent spontanément quelque chose. Et il en existe 3 sortes. Il y a la radioactivité alpha, qui consiste à ce qu'un noyau émet ce qu'on appelle une particule alpha, qui est en réalité un noyau d'hélium, soit 2 protons et 2 neutrons. Ensuite, il y a la radioactivité bêta, qui correspond à l'émission d'un électron, mais pas seulement, on va y venir. D'ailleurs, on n'entre pas dans le détail, mais outre le fait d'émettre un électron, il y a aussi la possibilité d'émettre un anti-électron, un positron, également avec un anti autre chose, pas que, voilà, mais on va y venir. Et enfin, il y a la radioactivité gamma, qui consiste à l'émission d'un photon, c'est celle de Hulk. Et donc, la radioactivité bêta. Encore une fois, j'entre pas trop dans le détail parce qu'on aura vraisemblablement l'occasion d'en parler dans une autre vidéo, mais lorsque Wolfgang, sur le canapé, non,
Pauli s'intéresse à la radioactivité bêta, et il y a un problème, il y a un truc qui le gêne. Ce qu'on sait de la radioactivité bêta en 1930, c'est qu'un neutron se transforme en proton et électron, et il envoie chier l'électron. Alors juste, j'en profite pour faire un petit erratum sur ma vidéo baissière des particules, parce qu'à un moment donné, ma langue a fourché. On peut corriger les vidéos maintenant sur YouTube comme on le faisait avant, voilà. Donc, corriger ici. Mais vous avez été nombreux à l'entendre, hein, ce truc-là, à me mettre dans le commentaire. Merci. Voilà, donc à un moment donné, je dis qu'un neutron se désintègre en un proton et un neutron. Ça n'a évidemment aucun sens. Hein, voilà. C'est proton et électron. Donc, neutron, hop, proton, électron, ouf, voilà, donc, niveau charge, on est pas mal, hein, puisque proton et électron, c'est neutre. Voilà. Niveau masse, on est pas mal aussi, mais on n'est pas nickel. C'est-à-dire, quand on calcule l'énergie avant des intégrations et après des intégrations, il y en a toujours un petit peu moins après que avant. Et ça contredit les lois de conservation de l'énergie. Et je vous assure que personne n'a envie de contredire les lois de conservation de l'énergie. Pauli va alors imaginer, et c'est pour ça qu'on parle d'invention, c'est parce qu'il a imaginé le truc dans sa tête, il l'a théorisé, imaginer une particule très très légère et n'interagissant presque pas avec la matière. Parce que si ça interagissait avec la matière, bah ça se passerait pas comme ça se passe et on s'en serait déjà rendu compte qu'il y avait un truc qui interagissait. Et qui prendrait pile la différence d'énergie, justement, entre cette énergie avant et après des intégrations. Ce serait pile ce qui manque. Et puisque cette particule serait de charge nulle, Pauli décide de l'appeler le neutron. Oui, le neutron. Parce que oui, je rappelle qu'à cette époque, on ne connaît pas l'existence du neutron. Donc si je reviens un peu sur ce que je disais avant, en 1930, ce qu'on sait de la radioactivité bêta, c'est pas qu'il y a un neutron qui se transforme en proton et électron. Non. C'est que il y a une modification dans le noyau de l'atome qui fait que d'un coup, il y a un proton et un électron. Voilà. On constate bien qu'il y a une transformation, mais toujours est-il que donc Pauli décide d'appeler ce machin le neutron, sauf que quand en 1932, Chadwick découvre le neutron, qui pour le coup, il est neutre aussi, mais il est bien plus gros et bien plus lourd que le neutron de Pauli, Eduardo Amaldi, physicien italien, dit à Enrico Fermi, autre physicien italien, mais plus connu, voilà. Bon. Il lui dit qu'en fait, le neutron de Pauli, c'est un petit neutron MDR. Il dit un piccolo neutrone, lol, un neutrino. Et en 1933, au congrès de Solvay, Fermi appelle ce machin le neutrino, Pauli aussi. Donc maintenant, ça s'appelle un neutrino. Et il faudra attendre en 1956 pour en voir un en vrai, enfin, pour avoir la preuve de son existence. Précisément un antineutrino. Voilà. Parce que si vous voulez, donc c'est ce truc que je disais tout à l'heure, voilà, des intégrations bêta, ça va soit sortir un électron et un antineutrino, soit un antiélectron, donc un positron, et un neutrino. On va peut-être préciser 2 secondes parce que je sens que c'est pas clair. Lorsque c'est un neutron qui se désintègre par désintégration bêta, oui, je sais ce que je viens de dire, faites-moi confiance. Voilà. Ce qu'on constate, c'est qu'on voit popper un électron et un antineutrino, et le proton, lui, reste dans le noyau. Et on est bien d'accord que ça fait un proton de plus dans le noyau, ça change la nature de l'atome. Ça, ok. On parle alors de désintégration bêta moins, parce qu'on a éjecté un électron qui est chargé négativement. Par exemple, le potassium 40, qui contient 19 protons et 21 neutrons, est transformé par radioactivité bêta en calcium 40. 20 protons, 20 neutrons. Toujours 40 nucléons. Mais on est passé, les protons sont passés de 19 à 20, et les neutrons de 21 à 20. 20 et 20. Autre exemple bien connu également, le carbone 14. 6 protons, 8 neutrons. Le carbone 14 se transforme en azote 14. 7 protons, 7 neutrons. Mais il existe également une radioactivité bêta+, qui est similaire, mais qui est pas la même chose. Là, c'est pas un neutron qui part en couille. C'est un proton qui part en couille. Et donc le proton, en l'occurrence, ce qu'il fait, c'est qu'il émet un anti-électron, donc un positron, chargé positivement, bêta+. C'est que maintenant, il est neutre, c'est un neutron, parce qu'il émet également un neutrino cette fois-ci. Donc, bêta+, c'est un proton qui se transforme en neutron et qui émet un positron et un neutrino.
Et évidemment, ça change également la nature de l'atome, puisqu'on se retrouve avec un proton en moins. Par exemple, l'oxygène 15 se transforme en azote 15. C'est bon, c'est clair, c'est limpide pour tout le monde? Voilà, donc en 1956, on met en évidence l'existence de l'antineutrino électronique. Bon, sinon, quoi? Alors, encore deux petites choses, 3 fois rien, vous allez voir. En 1945, Pauli reçoit le prix Nobel de physique pour son principe d'exclusion, qu'on appelle donc le principe d'exclusion de Pauli. Bon, bah ça, c'était sûr. Bah, le deuxième truc, vous allez voir, c'est moins évident. Vous vous rappelez quand j'ai dit un petit peu plus tôt que Pauli était pote avec Carl Jung? Eh ben, Pauli et Jung, ils partagent un intérêt et une curiosité pour ce que Jung appelle la synchronicité. La synchronicité, selon Jung, c'est quand vous avez deux événements qui sont pas liés l'un à l'autre, hein, il n'y a pas de lien de causalité entre les deux. Eh ben, si vous les liez mentalement, si vous les associez naturellement les deux, il y a ce qu'on appelle une synchronicité. Je suis pas clair, je suis désolé, je vais vous donner un exemple tout con, ça va être beaucoup plus simple. Vous pensez à quelqu'un que vous n'avez pas vu, à qui vous n'avez pas parlé depuis des années, et le lendemain, cette personne vous appelle au téléphone. Synchronicité. Eh ben, Pauli était persuadé que le simple fait de se tenir à proximité d'une machine perturbait le fonctionnement de cette machine. Un genre d'effet Carmouze, si vous voulez. Alors évidemment, ça n'a rien de scientifique, mais pour Pauli, c'était pas si clair que ça. Le truc, c'est que c'est très difficile de parler de synchronicité en dehors de phénomènes psychologiques, c'est-à-dire en parler de façon objective, sans prêter un genre d'intention à la nature ou à l'univers, ce qui devient très rapidement, scientifiquement, très instable. Essayez d'expliquer qu'il y a une raison objective au fait que François Hollande est toujours accompagné par de la pluie, vous allez voir que la confrontation au réel va être rude. Et je pensais pas terminer cet épisode sur François Hollande. Oui, parce que cet épisode est terminé. Merci à toutes et à tous d'être restés jusqu'à la fin de cet épisode. J'espère qu'il vous a plu. Si tel est le cas, bien sûr, vous savez quoi faire. Hein. Vous lui mettez un pouce, vous le commentez, vous le partagez. Vous pensez à vous abonner ou à vous réabonner si vous vous êtes fait écharcler par YouTube. Ce sont des choses qui arrivent. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et d'ici là, bien sûr, restez curieux et mangez des herbes aromatiques surgelées.